Bonjour Clémence, très heureuse de te retrouver et d'avoir accepté de répondre à mes questions. Est-ce que tu vas bien? Mais je vais bien, je te remercie de m'avoir invitée pour pouvoir partager cette expérience de Ah ma ben, vie. eh oui, mais bien sûr. Et puis je pense que c'est important aussi de pouvoir découvrir un petit peu ton activité, ce que tu fais et ce que tu es aussi. Voilà, toutes ces mamans ont besoin d'avoir un petit peu plus d'éclaircissement sur le personnage, quoi. Oui, Alors, ce que l'on sait, enfin plutôt ce que je sais, c'est que donc tu es coach de vie, c'est ça, tu es art thérapeute et aussi thérapeute en libération émotionnelle. c'est Alors, est-ce ça. que tu peux, avant de parler réellement du travail, nous raconter un peu ton histoire et ce que tu as vécu toi en tant que maman? Ouais. Alors moi, j'ai vraiment un parcours particulier, très très dense, puisque donc aujourd'hui j'ai des jumelles qui ont 10 ans. On est en 2023. Donc elles sont nées en 2013 et j'ai dû faire une fécondation in vitro puisque leur papa avait un cas d'infertilité masculine. Donc voilà, il y a eu déjà pendant presque 2 ans des essais bébés voilà, infructueux. Et puis, bon, ouais, au bout d'un an déjà, je me disais, ouais, j'aimerais bien savoir s'il n'y a pas un souci pour être sûr, comme ça, s'il n'y a rien, ben, on laisse faire la nature, et s'il y a besoin, on va voir Mhm. ce qu'il y a. Et voilà, je me rappelle déjà que la gynéco à l'époque me disait, oh, mais ça fait qu'1 an et demi, oh bon, vous pouvez attendre, généralement c'est 2 ans. Donc voilà, déjà, face à la médecine, bon, moi, je voulais savoir et prendre les devants. Donc, on a fait cette fécondation in vitro. Et déjà, dès le traitement hormonal, j'ai fait ce qu'on appelle une hyperstimulation. Donc, mon corps a très bien réagi au traitement hormonal. Donc, dès je ne sais plus combien de temps, mais très rapidement, je me suis retrouvée à l'hôpital, hospitalisée, parce que j'avais déjà le ventre qui gonflait, plein d'eau, je ne sais pas trop quoi, enfin bref. Et c'est à l'hôpital que j'ai appris que la première FIV qu'on avait fait avait tenu. Parce qu'il y avait le taux de bêta-HCG qui augmentait. Et je me rappelle à l'époque voir le papa avec les petites étoiles dans les yeux. Et puis tout de suite, tu vois, le réflexe de bon, c'est trop tôt là, voilà, on va pas se réjouir. Donc tout de suite, tu vois, tu mets le masque, voilà, on se coupe un petit peu des émotions. Bon, la grossesse bien passée, quand même très surveillée, une grossesse gémellaire. Et puis, j'ai été arrêtée rapidement. Et à 7 mois de grossesse, j'ai fait une embolie pulmonaire. Donc, j'étais déjà hospitalisée parce que j'avais eu quelques saignements. Donc, j'ai fait une embolie pulmonaire. Et là, ça a été un petit peu la descente aux enfers, le début de tout ce cheminement pour moi, parce que voilà, elles sont nées donc en urgence en césarienne. Et moi, comme je pouvais plus respirer, c'était une anesthésie générale. Et quand ils m'ont mis le masque, j'ai eu cette sensation, ben, j'arrive pas à respirer, vous me mettez ça, donc j'ai eu l'impression de mourir. Donc j'ai dit tout de suite que voilà, j'ai donné la vie en ayant l'impression de mourir. C'était une drôle de sensation. Et pendant l'accouchement, j'ai fait une très grosse hémorragie. J'ai été transfusée plusieurs fois, beaucoup de massages. Enfin bon. Ça a duré 8 heures. Quel Même parcours! Même si elles sont nées la même minute, donc ça a été vraiment très rapide, mais pour moi après ça a été difficile. Et le résultat, c'est que j'ai été réveillée en réanimation au service cardiologie, donc intubée, pleine de bleu parce que les transfusions passaient plus, un pansement de compression, sans bébé. Voilà, elle aussi en service réanimation en néonatologie. Donc déjà quand je me réveille, je me dis oula, je vois mon corps, qu'est-ce qui se passe, l'impression d'avoir vécu vraiment la guerre, hein, vraiment d'avoir vécu ce combat-là, et l'impression de vide dans le ventre, parce qu'il n'y a pas le processus qui est vécu, puisque j'étais inconsciente pendant tout ce temps-là. Et après, ben voilà, j'ai pas pu les voir avant le 5e jour parce que j'étais dans un trop mauvais état pour aller les voir en réanimation en néonat. Donc voilà, ça aussi, ça a été difficile. Et voilà, après tout un parcours pour se remettre, je suis restée 3 semaines à l'hôpital. Ils m'ont mis dehors parce que les bilans étaient normaux, mais voilà, j'arrivais toujours pas à marcher. Je faisais malaise sur malaise et je suis partie sans mes bébés. Donc ça a été vraiment très difficile, Mmh. vraiment très très difficile. Et puis la première a pu sortir au bout de 10 jours. La deuxième au bout de 3 semaines. Donc voilà, il a fallu s'adapter avec un bébé, puis s'adapter avec deux, et mon corps qui avait énormément souffert. Donc voilà, en fait, j'étais complètement coupée de moi. Hein. J'étais vraiment Ouais. centrée sur mes bébés qui étaient nés
donc à 7 mois, très prématuré, 1 kg 45 et 1 kg 450. Donc Ah vraiment oui, ce sont des petits bébés alors, hein. tout Ouais. petit, tout petit, tout petit. Donc voilà, concentrer sur elle, sur le fait qu'elle grandisse bien, mesurer les quantités de biberon, etc. Et pour rajouter à ça, j'avais pas de place en crèche. Donc, je les ai gardés pendant 18 mois à la maison, dans un appartement où on vivait au 3e étage sans ascenseur. Donc, mon corps n'avait pas la force pour porter les cosy. Donc, on sortait quasiment pas. Donc, j'étais avec des bébés qui avaient, dont une notamment, beaucoup de reflux, donc qui pleuraient tout le temps, des cris sans arrêt, et moi, j'en avais marre. Je ne pouvais plus. Donc, petit à petit, voilà, un engrenage qui est en train de s'installer. Et puis, vraiment, de la difficulté à être avec elle, alors que Je les avais tant désirés. oui, je les avais tellement attendus. Mon corps avait déjà tant souffert pour qu'elle soit créée. Donc, voilà, aussi psychologiquement, ça a été très difficile. Ah oui, j'imagine, c'est un parcours quand même qui est très atypique. Et peut-être que beaucoup de mamans peuvent se retrouver justement dans ce rapport quand tu expliques que autant tu as tellement désiré ces enfants, autant quand ils sont là, tu t'aperçois que le parcours est encore très compliqué et on a presque cette pensée en se disant mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est dur, je sais pas qu'est-ce que je suis en train de vivre, c'est trop compliqué quoi. Ah Donc, c'est vrai que je pense que pour beaucoup de mamans, ton histoire va résonner en elles en tout cas. Et finalement, comment tu en es venue, toi, à vouloir exercer ce métier de coach de vie? Alors, c'est déjà passé par donc un cheminement personnel parce que il m'a fallu du temps pour me remettre de tout ça, pour prendre conscience aussi. Mon déclic, en fait, ce que je raconte, parce que j'ai encore une image qui est très présente pour moi, c'est que donc mon corps voilà, subissait tout un tas de hernie discale, lumbago, sciatique, voilà, plus tout un tas de virus. Donc, plus ça allait, plus le temps passait, et sur 3 années, j'avais régulièrement des crises comme ça, notamment d'hernie discale. Et un jour où j'étais alitée, en train de pleurer, je pouvais plus bouger, mes filles à peine 3 ans venaient me faire un petit bisou, voilà, elles voient que je pleurais, le papa qui dit non mais laissez maman se reposer. Et j'étais en train de regarder pour me faire interner en maison de repos. Ah ouais. Oh là là. Je peux plus en fait, je peux plus être avec elle. Vraiment mon corps souffrait quoi. Et en faisant des recherches, voilà, je me suis dit non, mais c'est pas la vie de maman que je veux. Donc j'ai vu cette citation de Platon qui est on ne peut pas chercher à soigner le corps sans chercher à soigner l'âme. Et là, ça a été et oui. Et je me suis rappelé que à tous les anniversaires, mon corps revivait tous les symptômes de l'embolie pulmonaire, que je faisais que pleurer, que voir des trucs sur la PMA, les bébés en couveuse, j'étais au fond du trou. Enfin voilà, donc j'ai vraiment compris que j'avais un traumatisme. J'ai compris que je vivais un burn-out parental. Malgré tous les accompagnements des médecins que j'avais, personne n'a vu cette détresse psychologique. Alors peut-être que je l'ai cachée bien, je sais pas. Mais oui. Mais ça a été déjà, moi, mon parcours de voir ce trauma-là, de le soigner, et aussi de voir comment, dans ce rôle de maman qui souffre, qui culpabilise, comment cesser de crier, d'être en colère, de... On se sent pas légitime, hein. Mais c'était tellement dur de ces bébés que j'avais tant désiré, de plus pouvoir être avec elle et de crier parfois une fessée qui sortait. Enfin, faut savoir que moi j'ai un passé d'enfant un peu violenté, donc voilà, c'était hors de question pour moi. Donc j'ai revu tout mon système éducatif. Donc voilà, je me suis dit, je peux plus retourner dans mon ancien travail. J'ai travaillé avant pendant 15 ans en agence de communication. Donc voilà, j'étais plus sur les besoins des gens, les besoins des mamans surtout, et faire en sorte que, si je fais en sorte que les mamans ne vivent pas la même chose que moi, ce serait, Ah oui. super. C'est très précieux ce que tu as raconté et tout ton parcours, même en tant que professionnel, parce que tu as pu associer ton expérience de vie à quelque chose après qui va être plus théorique. Et c'est là où c'est intéressant, justement. C'est génial, cette histoire est tellement troublante et en même temps elle est passionnante parce que on s'aperçoit que par rapport à notre histoire de vie, on est capable de se dépasser et d'aller chercher là où on a eu mal finalement pour pouvoir aider l'autre.
Et finalement, euh, pourquoi tu as choisi d'accompagner finalement ces mamans en situation de burn-out? Est-ce que c'est parce que tu avais justement ça en toi et tu te disais je ne peux pas laisser ces mamans dans ce même cheminement, quoi? Oui, alors peut-être déjà au-delà du burn-out, bah, c'est vrai que moi, le fait d'avoir eu des jumelles, voilà, c'est les premiers Oui. enfants, bah, on en a deux. Un Donc, groupe. on nous parle de l'instinct maternel, mais bon, moi, j'estime qu'être parent, ça s'apprend. Voilà, c'est Oui, important tout à de se fait. former, d'apprendre des techniques, d'autant plus quand on a vécu une éducation qui n'est pas en accord avec ce qu'on voudrait en tant que maman. Donc ça, c'était important. Et puis aussi, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on nous a jamais dit que c'était si dur? En fait, mais c'est super dur d'être maman, d'être une épouse, d'être une employée ou une entrepreneur. Enfin voilà, c'était hyper dur de tout concilier. On a plusieurs vies, hein. Tellement, c'est ça. Souvent, je disais, bon, moi, je commence ma deuxième journée hein, quand je rentrais à la maison. Ah, Je pense que toi aussi, tu dois vivre ça. c'est tout à fait ça. Donc voilà, et puis je me suis rendu compte que ben, comment ça se fait que avec tous les professionnels que je voyais, parce que j'essayais de prendre soin de mon corps et de mon esprit, comment ça se fait que personne n'avait vu ce burn-out parental, quoi. Tu vois, c'était quand je me formais, je me disais, quand même, ça y ressemble. J'ai l'impression que. Et voilà, il y a une vraie différence à faire entre, oui, en tant que maman, on est fatigué, parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer, Mhm. mais l'épuisement et le vrai burn-out parental où on ne supporte plus ses enfants, ça, Ah c'est oui, non, mais c'est vrai que peut-être qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire au niveau médical là-dessus, sur l'accompagnement de ces mamans. Moi, je sais qu'en tant qu'accompagnatrice des mamans d'enfants TDAH, elles me racontent, elles me relatent ces sensations qu'elles ont. Et finalement, effectivement, personne ne vient les voir et leur explique. Elle leur explique ce qu'elles ont finalement, hein. Et bah, il y a un mot maintenant qui vient un peu des États-Unis, je crois, hein. Le burn-out parental, on brûle, quoi, on brûle tout. On est complètement cramé, quoi, hein. Voilà, on peut dire ça comme ça. Oui, bien puis alors, en plus, pour la petite histoire, quand je te parlais tout à l'heure des symptômes, que mon corps réagissait, c'était flagrant parce que j'ai eu le syndrome pied-main-bouche pendant cette Oh période-là. là là, J'avais tous mes doigts et le dessous de mes pieds qui cloquaient, qui ouais. brûlaient. Et ma peau, après, elle partait en lambeaux. Et je me rappelle, j'avais rencontré un coach, du coup, qui m'a un peu réveillée à tout ça. Il me dit, mais regarde, voilà, c'est ça, tu Ouais, brûles de ça l'intérieur, parle. tu es muet. Je dis, mais oui, Ouais, incroyable. le corps est Mais très puissant. alors, finalement, si on doit s'adresser à ces mamans qui nous regardent, comment on peut estimer être soi-même dans une situation de burn-out? C'est quoi les premiers signes? Les premiers signes, c'est vraiment, alors, comme je te l'ai dit, moi, c'est le corps parlait beaucoup. J'estime que les émotions qui ne sont pas suffisamment bien vécues, elles s'enquistent dans le corps et après, ça devient une maladie. Mais déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est cette fatigue, cet épuisement constant. C'est-à-dire que même dormir, même si c'est une nuit, on va dire, classique, Ouais, 8-10 heures en fonction de chacun, on se réveille déjà fatigué, déjà épuisé. épuisé, comme si on n'avait pas dormi. Après, il y a aussi le fait de, quelque part, au-delà de ne plus avoir de patience avec ses enfants, mais de ne plus les supporter du tout. Voilà. Ouais. Même sans qu'il y ait de cris ou de voilà un peu de chahutement ou quoi que ce soit, c'est vraiment de plus avoir envie de rentrer chez soi, quoi. Dire, oh, putain, j'ai ça à gérer, voilà. Quand c'est vraiment trop. Ensuite, il y a le côté un peu plus psychologique et émotionnel, personnel, dans le sens où on se sent seul et on se sent isolé. Et puis on a honte aussi, tu vois. Parce que quelle maman va dire qu'elle supporte plus ses enfants? Ouais, on n'en parle pas. Et non. Donc, ben, Sujet tabou. exactement. Donc, on se renferme, on reste avec ça et on est vraiment très seul. Ouais. Il y a aussi le côté qu'on n'arrive plus à gérer les tâches quotidiennes. Déjà, en tant que maman, c'est difficile de tout faire, mais en tant que maman, quand on vit un burn-out parental, on est en mode économie d'énergie. Je prends souvent l'exemple du téléphone. Mm. Le téléphone, quand il arrive à 20% de batterie, économie d'énergie, est-ce que vous voulez? Oui. Et puis, dès que c'est dans le rouge, vite, on va le brancher. Alors que nous, on n'a pas du tout cette conscience-là.
Mais du coup, voilà, c'est ce qu'on arrivait à faire plus ou moins facilement avant, ça nous devient impossible. Et je pense beaucoup au ménage parce que, voilà, moi, comme j'avais un Ouais. corps qui était meurtri, je ne pouvais plus passer l'aspirateur, par exemple. Tu vois. Oui, donc finalement, le corps est complètement épuisé, l'esprit est épuisé et on n'arrive plus à rien mener finalement, quoi. Exactement, exactement. Déjà, se lever et être, Oh là là. c'est déjà Mm. trop. Il y a vraiment cette notion de trop. Tout est trop. Et qu'est-ce qu'on doit faire quand on est dans ces cas de figure où on s'aperçoit qu'effectivement, ben, dans tout ce que tu viens de décrire, bon, ben, on coche toutes les cases ou au moins une grande partie des cases. Qu'est-ce qu'on doit faire finalement? Comment, comment elle peut se reconnaître dans ce profil-là et qu'est-ce qu'elle doit mettre en action, quoi? Mm. C'est important de prendre vraiment en considération le caractère d'urgence. C'est-à-dire que c'est pas ça va passer tout seul. Non. C'est Ouais, vraiment, là, il y a vraiment un plan d'action à mettre en place en arrêtant de vouloir tout faire, en osant dire qu'est-ce qu'on vit, demander de l'aide aussi auprès de ses proches pour tout ce qui est logistique, soit de la maison, soit même des enfants. Et puis aussi, ben voilà, pas aider à aller consulter quelqu'un et pas que un psy. Hein, c'est important aussi. Ça peut être aussi un naturopathe, ça peut être d'autres styles de thérapie et d'accompagnant, hein, les coachs aussi. Mais voilà, c'est important de se prendre en main et de prendre soin de soi et de vraiment se placer en priorité. Parce que si en tant que maman, on n'est plus capable d'être debout, comment est-ce qu'on va s'occuper de nos enfants? c'est tout à fait ça. Mm. C'est exactement ce discours que j'ai, en tout cas pour toutes ces mamans-là, parce qu'effectivement, elles sont sur un seul mode, une seule direction, c'est celui vers l'enfant. Et c'est vrai qu'il est impossible de pouvoir aider quelqu'un si soi-même on n'est pas capable de se ressourcer, quoi. Hein, voilà, donc c'est, oui, oui, c'est tout à fait vrai. Et je pense que là-dessus, on est tout à fait sur la même longueur d'onde. Je donne aussi souvent l'exemple, ben, quand on prend l'avion, voilà, les consignes de sécurité, le masque à oxygène, c'est d'abord pour soi et après pour son enfant. Je me Bien rappelle, sûr. au début, ça m'avait choquée. Et même étudiante, j'avais passé mon brevet de secouriste et de Ouais. surveillant de baignade, et on nous disait, si la personne est vraiment en train de paniquer dans l'eau et de se noyer, limite, attendez un peu, parce que sinon, par réflexe de Elle va survie, pas l'aider. Oui, oui. elle va vous appuyer dessus pour pouvoir, elle, sortir la tête de l'eau. Donc, tu vois, c'est vraiment ces notions-là, c'est-à-dire, OK, ben, moi, comment est-ce que je peux m'aider moi d'abord pour pouvoir aider le plus de moments possible, aider mes enfants à grandir dans la durée. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est pas une réaction qui est naturelle, c'est quelque chose qui doit être appris et travaillé. Donc c'est intéressant ce que tu dis, vraiment, je pense que ça va certainement éveiller la curiosité de toutes ces mamans.